Et tu prétends nous vaincre tous ? Mon Dieu, quelle imagination débordante tu as. Beaucoup ont essayé, mais je suis encore là. Viens ressentir toute la force de frappe de la table. Bien le bonjour, auditeurs de 2D6 Plus Cool. Voici Saint Seiya Sigma, session 2. Dans cet épisode-ci, ça cause pas mal avant de se taper dessus, et c'est peu dire. Les règles s'invitant à la table qu'au moment où les duels dignes de ce nom débutent. Hélas, comme la session précédente, la moitié de Kuro du Cerbère reste pas mal audible de temps à autre, que voulez-vous. Yute, nos micros étaient au-dessus de nos forces. Bref, bonne écoute. Je vais lancer une musique caractéristique qui ne prendra place que dans une quarantaine de secondes. Mais je vais vous demander ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. C'est un passage obligé, d'autant que là on a franchement le format Side-Tail. Est-ce que vous réussissez à vous rappeler de la dernière séance ? Moi-même je sais même plus quand est-ce qu'elle a eu lieu. Oui, tout à fait, nous avons été brillants. Oui, comme d'habitude, parfait aurais-je dit même. Oui. Voilà. Alors, j'étais sur mon île, posé, en mode je réfléchis au cosmos et au sens de la vie profonde, loin de ma maîtresse, la Banshee, qui m'avait interdit de revêtir mon armure, sauf circonstances exceptionnelles, quand soudain un bel Éphèbe vint s'échouer sur mes rivages, portant avec lui l'un des symboles les plus précieux du sanctuaire, le casque d'or, qu'on voit en tout petit à droite. Je me suis précipité à son secours, j'ai fait tout ce que je pouvais pour le garder éveillé, mais il a ressombré dans l'inconscience. Peu de temps après cela, des chevaliers noirs ont commencé à accoster sur l'île, à la recherche sans doute de cette relique. Et fort heureusement pour Kuro, sont venus avec eux les deux camarades donc que sont Démétrios et attends, je l'ai le dernier, et Naga. Non, Naga, pardon. Et Naga sans qui Kuro était bien dans la merde, puisque compter sur un Junpei de la grue qui faisait la technique de la grue Avashi n'aurait été en aucun cas concluant. Oui, Junpei nous était d'aucun secours. Donc, oui, voilà. On a donc pu comprendre qu'ils étaient après cette relique et nous les avons bien remis à leur place. Moi, je vois que ça. J'aurais peut-être zappé. Bah, en tout cas, tu as raconté tout ce que ton personnage a vécu. Est-ce que tes petits compères ont un petit peu leur pierre à ajouter à l'édifice sur le peu de scènes exclusives auxquelles ils ont eu droit? L'édifice, puisque moi je sais que Altesse d'Eridam, le chef de ces fameux chevaliers noirs que nous avons combattu sur l'île de Kalamos, était prisonnier du sanctuaire et il a été en quelque sorte relâché de manière à ce que nous puissions à ce qu'il nous conduise relâché à son insu en tout cas. Mais voilà, je devais le suivre pour découvrir, et je présume à l'heure actuelle, je présume que en fait le chambellan voulait que je découvre le casque d'or à la recherche duquel il était, mais j'en suis pas encore sûr. Et toi Naga, qu'as-tu ajouté? Qu'ai-je ajouté? Tu as tout fraîchement récupéré l'anneau du labyrinthe, si je ne m'abuse. Oui, donc j'ai appris que mon maître était en chair en os, qu'il m'avait envoyé sur cette île, et je suis arrivé au moment opportun où ces maudits chevaliers noirs, ce chevalier noir et ses sbires, revendiquaient le casque d'or d'Athéna. D'Athéna, du sanctuaire. Bien. Alors, l'image dont je me rappelle, il y a le cadavre d'Altesse d'Eridan qui disparaissait dans les flots. Il y avait même Kuro, alors je ne sais pas si c'était en jeu ou hors jeu, qui avait quelques scrupules vis-à-vis de sa survie. Et c'est à ce moment-là que je lui ai affirmé que toute vie avait quitté son corps. Exactement. Son corps concassé. Oui, concassé, c'est le mot. Comme les olives. Et c'est Naga qui a porté le coup de grâce. C'est Naga qui a été le dernier à frapper. Et vous avez levé une sorte
2 points victorieux, bien satisfait de vous Oui. et de votre victoire. Je voulais juste savoir si le Chevalier Noir nous disait quelque chose, si on savait, parce que j'ai pas plus de connaissances que ça. Ils appartiennent à un ordre particulier, ils servent quelqu'un en particulier. Toi, tu as dû te renseigner sur la question, puisque si je me rappelle bien, tu leur dois beaucoup à ces gens-là. Ils ont un petit peu pourri ta belle enfance dorée, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc le Minotaure a dû te parler de cette faction déchue, ces parias, ces laissés pour compte, cet ordre sombre qui aurait petit à petit commencé à prendre place dans les luttes de pouvoir, et on a encore du mal vraiment à savoir s'ils sont si organisés que ça, auprès de qui ils obéissent, quoi. On sait juste qu'ils ont dans leur poche des alchimistes Les alchimistes étant dans Senseiya ceux qui créent les armures, c'est ça? Oui. Ils sont très rares, les gens qui ont forgé les armures. On raconte même qu'il n'en existe plus en ville. Il faut croire qu'il existe certains disciples de seconde main qui ont construit ces armures noires comme les ténèbres. D'accord. Et on t'a toujours affirmé qu'une armure de bronze n'avait rien à envier à ces pâles copies. Et ce Altesse d'Eridan, Kuro, c'est la première fois que tu découvres un chevalier noir. Oui, ok. Peut-être qu'il est probable que la Banshee t'ait évoqué l'existence de cette faction. Naga, tu retrouves certaines similitudes avec tes bourreaux, si je puis dire. D'accord. Quant à Démétrios, lui, t'en avais peut-être sans doute croisé certains en captivité, ramenés pieds et poings liés au sanctuaire. Ouais, mais j'imagine qu'au sanctuaire, on a dû être informé sur ces chevaliers noirs et... D'autant que toi, tu l'as vu s'échapper. Tu as vu comment... Oui, je l'ai vu, tout à fait, je l'ai vu prisonnier, je l'ai vu s'échapper. Par contre, moi, je prendrais peut-être bien son diadème pour... En guise de trophée? Qu'il est mort. Ah, tu peux faire ça, ouais. Ça me paraît une bonne idée. Voilà. Une fois qu'ils ont fait ça, je me dresse devant eux et je me présente. Je suis Naga, chevalier du labyrinthe. Mon maître m'a envoyé ici pour, à ce qu'il semble, vous assister dans votre quête. Et je fais briller mon cosmo-énergie et je prends mon regard le plus pur et le plus sévère que je puisse avoir. Ok. Je suis Kuro du Cerbère. Bienvenue sur l'île de ma maîtresse. Je suis Démétrios de la Table et je suis en mission pour le sanctuaire. Je devais suivre cette pâle copie de chevalier pour découvrir quels étaient les tenants et les aboutissants de ces errances et de ces malfaisances. Ah. Alors nous pouvons dire que votre mission est réussie, Démétrios. Nous avons réglé le compte à cet infâme ersatz de chevalier. Eh bien, si je suis, ma foi fort aise que nous lui ayons réglé son compte, je suis encore par contre dans l'expectative quant à que venait-il faire sur cette île. Il cherchait ceci. Vous, Cerbère, qui êtes natif de cette île, pouvez-vous m'en dire plus? En effet, ces hommes étaient après cet homme-là que vous voyez étendu sur la grève. Il Le PNJ. Et sur ce, il se déplace prestamment avec sa démarche assez féline en direction d'un petit rocher sous lequel il a caché le casque qu'il brandit. Est-ce un casque d'or? En effet. Oh, un casque d'armure d'or. Incroyable. Que fait-il ici? Mais continuez à surjouer, vous êtes parfait. Ce voyageur égaré pour porter une relique aussi sacrée que celle-là. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Le mieux serait d'attendre qu'il reprenne conscience. Je vais voir pendant ce temps si je peux contacter mon maître. Nous allons veiller sur lui. Oui. Est-ce que étant de la constellation de la table et donc de l'hospitalité, est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer sa santé ou pas? Comment est-ce que ça se passe, très cher maître?
Excuse-moi, j'étais en train d'essayer de reprendre de mon hilarité chaque fois que j'entends le mot chevalier du labyrinthe, mais je viens de copier le lien sur la page de l'événement, et après la partie, vous pourrez comprendre ce que moi, ça m'évoque, le chevalier du labyrinthe. Et donc je demandais, est-ce qu'il y a moyen de soigner ce brave homme? Eh bien, Donc Junpei de la machin chose là. alors, Junpei de la grue, Junpei de la grue. c'est vraiment insultant. C'est un de tes compatriotes. Il est peut-être Oui, même oui, possible tout à que fait. tu te rappelles vaguement avoir vu son visage dans les baraquements du sanctuaire. Alors, je vais d'abord répondre à ta question au sujet des premiers soins façon chevalier. Oui. Et ensuite, je tâcherai d'intercaler comment fait-on pour soigner un chevalier dans l'univers de Saint Seiya? Eh bien, en général, effectivement, Junpei de la grue, cet éphèbe androgyne, voit son beau visage, son beau profil de ménaille tuméfié, car il a été sans doute roué de coups par plusieurs chevaliers noirs. Désormais, Traîtreusement brossé. Désormais, il est entre la vie et la mort. Et si la force de son âme et de son cosmos ne suffisent pas à lui faire à le détourner des portes de la mort, eh bien peut-être que vous pouvez lui prodiguer des soins en exerçant une sorte de pression cosmique sur ce qu'on appelle les points étoilés. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui vous arrive? Messieurs, je vous demande de vous arrêter. Bon, je fais exprès de faire le con des fois, mais le problème c'est que là, le résultat dépasse nos espérances et ils sont partis en hilarité de groupe. Rire de masse. Bien. Bon, en fait, on presse les points, on presse en gros les points vitaux. Bon, dans Ken c'est les points vitaux, dans Saint Seiya c'est les points étoilés. C'est un petit peu comme une constellation sur le corps de l'individu et ça peut stimuler, son propre cosmos pour le ramener. Donc voilà, tu as ton information, Demetrios de la table. J'ai vu lui prodiguer les premiers soins en dessinant sur son torse la constellation de la grue, ma foi. Et donc, à l'instant où, avec cette opportunité que tu me donnes de rentrer en scène, puisque j'ai dû revoir mon intro, tu entends une sorte de voix. Ça va être très dur de garder mon calme. Tu entends cette voix lourde, chargée de cynisme et de menaces, qui déclare « Prends garde à ne pas le tuer, tu n'as pas le droit à l'erreur. » Mais qui est cette voix? Mais oui, je me retourne, stupéfait. Et naturellement, Kuro l'a reconnue, car elle était la seule grande absente. C'est la Banshee. Et je mets le genou à terre, en signe de respect. Et je viens de l'ajouter sur le board. Ah mon dieu, je vois à quoi elle ressemble. Et comme tu le vois, Elle a la classe. elle peut difficilement être désirable. Comme ça. Oui, mais elle a la classe. Oui. Donc et voilà. Donc on la voit, elle est assise nonchalamment sur un rocher, les jambes battant dans le vide, la tête dans les mains. Maître. Et donc je regarde la Banshee droit dans les yeux. Oh, la musique est classe, ça tombe bien. Et je lui dis... attends, je vais sortir de mes phrases. Hein. D'accord, tu m'en avant ta cause là tout de suite, comme ça. Oui. Je ne suis pas le juge, mais j'entérine son jugement. Si Athéna veut qu'il vive, il vivra par mes soins. Et si Athéna ne veut pas qu'il vive, eh bien, qu'il aille voguer vers les rivages d'Hadès et qu'il rencontre Charon pour passer au-delà. Elle hoche la tête lentement, jouant avec ses cheveux. Mais pourquoi? Vous pouvez faire quelque chose mais j'interviens quand je vois qu'elle réfléchit. Si tu veux laisser les dieux en juger, agis. Et fais ton possible pour le sauver. Si vous, Banshee, si vous pouvez-vous faire quelque chose pour ce chevalier? Bah, je vois qu'il a mis un genou à terre, donc j'en déduis qu'il la connaît. Voici mon maître, Banshee.
Je m'incline pour la saluer. N'oublie pas la Banshee, on l'appelle la Banshee. Eh bien, elle se laisse tomber du haut de son promontoire rocheux, qui est apparu là en même temps qu'elle-même. Hein. Naturellement, il va pas promontoire rocheux juste avant. Et donc, elle se laisse retomber, effectivement, elle se laisse retomber souplement sur le sol et s'approche de lui sans mot dire, observant ses blessures. Le problème avec les femmes chevaliers masquées, c'est qu'il est impossible de savoir ce qui peut leur... si elles sont mortes ou pas, mais c'est Junpei qui est par terre, allons. tu vas sortir hein, si ça continue. Bon bref. Il est impossible de savoir son sentiment et donc sans mot dire, elle observe ses blessures et de temps à autre vous avez l'impression qu'elle vous regarde qu'elle vous regarde à la dérobée. Est-ce donc comme cela que je t'ai entraîné, Kuro? Non, maître. Maîtresse. Je sais pas si tu peux même éclaircir d'ailleurs. Oh, comme il te plaira, Kuro. Non, maître. Tu sais à quoi je fais référence, n'est-ce pas? Non, maître. Il reste la tête penchée. D'accord. Je pense que je connais pas encore assez le... Enfin, c'est vrai qu'en même temps, du coup, ce serait peut-être plus à moi de faire quelque chose éventuellement, vu que je suis du Cerbère. Et que c'est moi qui suis censé... Enfin, c'est ma constellation qui s'occupe de garder les rives du Styx. Mais... Je ne parle pas du traitement de votre camarade. Je parle de votre victoire. Ça fait un bout de temps que je vous observe. Je vous ai vu le poing levé, fier comme de jeunes rois. Je n'avais pas levé le poing. Bon. Je crois qu'elle parle de moi. Eh bien oui, je suis fier d'avoir défait ce qui est honni par tout chevalier. Alors, elle se lève, féline, comme quoi elle aussi a le droit d'être féline dans ses mouvements. Et elle s'approche de toi jusqu'à être à 2 pouces de ta personne. Impossible naturellement de voir son regard, car le masque est tout ce qui est plus opaque. C'est fini de tweeter là. Merde, du coup j'ai perdu ma répartie. Faut pas me distraire comme ça, je vous explique, hein, j'ai 2 tensions. Bon bref, on la refait. Est-ce que la notion de combat singulier t'évoque quelque chose? Bien entendu, et je l'aurais accepté bien volontiers. Mais en était-il digne, maître de Kuro du Cerbère? Voyez ce qu'il a fait à ce noble chevalier, qui protégeait cette sainte relique du sanctuaire. Et ainsi, nous autres chevaliers d'Athéna n'avons rien de mieux que nous rabaisser à leur niveau. 3 sur un seul homme. Mais je sais ce qu'ils font aux gens innocents. Qu'à cela ne tienne. Sachez qu'il a non seulement subi la justice des chevaliers, mais aussi la colère de bien des peuples. Fort bien. Madame la Banshee, vous semblez quand même oublier qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. À la base, c'était eux qui s'attaquaient à plusieurs contre. Vous ne parlez quand même pas de ce menu fretin. Maître, sur votre respect, un duel singulier lui a été proposé. Et il a choisi de l'ignorer. Là, par contre, c'est moi qui suis un peu perplexe. Serais-tu en train de pipoter ou est-ce que ma mémoire me joue à... Non, à la base, c'est ce que je lui ai proposé, si tu te rappelles pas. Oui, il l'a défié. J'ai l'enregistrement, donc je pourrais faire un rollback et te mettre en porte-à-faux. Donc je vais juste utiliser l'arme du maître de jeu qui est la mauvaise foi. Eh bien, il le fallait plus. Bon, donc Naga du labyrinthe, c'est ça? C'est parce que elle te fait toujours face. Bien. Ta définition de l'honneur est à voir entre ton maître et toi. En revanche, Kuro, dans mes attitudes, tu aurais dû, si tu lui as bel et bien proposé ce duel, tu aurais dû t'assurer que tes camarades ne lèvent pas le petit doigt contre lui. Entendu, maître. J'ai eu le temps de le jauger et je peux affirmer que chacun d'entre vous aurait été capable de le battre en combat singulier. Mais au lieu de ça, vous vous êtes contenté de
le frapper de toutes vos forces sans lui laisser une chance. Après, elle se contente de retourner à son... Vous êtes quand même un petit peu dur là, parce que On me moi, paye je pour me souviens ça. très bien du combat qui vient de se dérouler. Je me suis attaqué au menu frottin. Je n'ai pas levé la main contre Altesse Derrida. D'ailleurs, il n'était pas dans mon intérêt, ni dans celui du temple, puisque le chambellan de Calion m'avait demandé de le suivre et je n'avais aucun intérêt à le voir mort, puisque maintenant sa piste s'arrête ici, sur les sables de cette île abandonnée de tous. Elle lit de la tête, comme si, comment dire, elle prêtait une oreille à peine attentive à ton flot de paroles. Et ouais, vous n'êtes pas en face non plus d'un maître particulièrement courtois. Et à ce moment-là, elle commence à presser vivement certains points vitaux de Junpei de la grue. Il y a même un sifflement dans chacun de ses mouvements, comme tout mouvement bruité dans une série télé de ce genre. Voilà, exactement. Avec le petit bruit quand ça perfore. Non, elle ne perfore rien du tout. C'est de Calion qui t'envoie ? Oui. Comment se porte-t-il ? Eh bien, ma foi, s'il n'avait point tous ces soucis qui lui assombrissent l'œil, il se porte plutôt bien. Tu m'envoies ravi. Et je te dirais, donc en off, que tous les trois, vous avez au moins balancé une mornifle cosmique dans les dents d'Altesse. Hein. Je te confirme que toi aussi, tu lui as fait tâter de ton point... Tu lui as fait tâter du colosse de basalte, il me semble. Comment puis-je oublier une telle attaque ? Les murs les murs de cette pièce en vibrent encore. Donc, grosso merdo, vous fûtes brillants en roleplay, mais c'est vrai que bon, au niveau du sens de l'honneur. Mais bon, nous nous rattraperons ce soir, 21h50. Cela va prendre du temps avant que ce chevalier soit à nouveau sur pied, voire en mesure de s'exprimer. Mais pour l'heure, sa petite histoire ne m'intéresse pas. Le casque d'or doit retourner au sanctuaire. C'est là sa place. Nous faites-vous assez confiance pour nous confier cette mission ? Donc elle se lève, son ouvrage achevé, hoche à nouveau la tête, nouvelle posture. Le dois-je ? Pour ce qui est de tes compagnons, je ne suis pas à même de leur interdire quoi que ce soit, mais toi, mon disciple, es-tu vraiment prêt à affronter le vaste monde ? Tu es encore si jeune. De cela, je vous laisse seul juge, maître. Et là, elle laisse échapper un rire certain. Ah là là, tu me manqueras. C'est pas vraiment le même genre de manga, mais on voit la goutte. Enfin, en même temps, c'est dans ton pitch, hein, tu t'es affublé d'une sacrée garce en guise de maître. oui. Mais tu aimes ça. Va et rends-moi fier. Entendu, maître. Je saurais faire de votre... À ce moment-là, elle empoigne le corps de Junpei qu'elle met avec assez peu de ménagement sur son épaule, comme s'il pesait une plume, et s'éloigne vers l'intérieur des terres. Je vais vous poser une question, Naga du labyrinthe et Démétrios de la table. Kuro, lui, ça fait un bout de temps qu'il a plus quitté cette île, mais vous y êtes parvenu comment ? Si vous avez besoin d'éclaircissement sur je vous. pense que je me suis caché, je me suis accroché à la proue de l'embarcation de Altesse Derrida et de ses chevaliers noirs pendant tout le trajet et donc je sais où est leur navire. Ce fut une expérience éprouvante pour toi. Voilà. Naga du labyrinthe, comment as-tu fait pour te rendre sur l'île de Calamos ? Alors, donc j'ai emprunté un chemin sur les conseils de mon maître que seul un chevalier du labyrinthe peut prendre. C'est un passage qui dévoile tous les passages secrets qui puissent exister, tous les raccourcis, un passage dimensionnel en gros.
que m'a montré mon maître et que j'ai emprunté. Donc maintenant je sais comment vous êtes parvenu sur place. Je vais me contenter de la décrire qui s'éclipse. Et vous voici à nouveau seul, en possession du casque d'or. Pauvre Junpei, qu'est-ce qui l'attend? Avec une... Est-ce que j'aurais pu avoir bricolé encore le petit radeau sur lequel je suis arrivé? il doit rester. Est-ce que tu t'amusais régulièrement à le retaper? Est-ce que souvent Oui. tu as eu envie d'échapper à ton geôlier? Non, peut-être pas, mais c'était pour lui une façon de commémorer le pouvoir qu'on lui donnait enfin de prendre revanche sur son destin. D'accord. Puis-je poser une question, mes amis? Comment sont-ils arrivés Pardon. Comment sont-ils arrivés, eux? Par bateau. Eh bien, par bateau, le bateau sur lequel je me suis caché, accroché à la poupe, à moitié immergé pour ne pas que Altesse d'Eridan puisse repérer au cosmos que pourtant je faisais taire du mieux que je pouvais. Un voyage très éprouvant pour moi, j'espère que le retour sera plus facile. Peut-être pourrions-nous reprendre ce bateau? Bien sûr. Et être ciblé à vue au moindre mésentendu. Un chevalier ne se cache pas, mes amis. De plus, il nous suffit de faire voler haut la bannière du temple sur le mât du bateau pour que tout le monde sache que nous ne Nous sommes transportons le casque d'or. Très bonne idée, mon ami Démétrios. Nous n'avons pas à nous cacher. Quoi qu'il en soit, l'île est entourée de récifs. Vous sauriez nous faire naviguer? Je saurais essayer. Et tant pis si nous vont finir à la nage. Rien n'est fait d'avance. Après vous. Bien. Alors on peut faire une légère ellipse parce que bon, il y a juste maintenant que vous avez établi votre plan, on peut vous voir en train de barrer le navire, on va dire. Luttons contre les flots déchaînés parce que c'est plus cool qu'ils soient déchaînés. Bien sûr. Pendant ce temps-là, pendant le voyage, je repense à mes séances d'entraînement. Et à ma famille disparue. Quand soudain, le générique de votre série télé. À quoi ça ressemble? Vous allez entendre donc un japonais chanter avec sa voix de crooner. Et moi j'ai besoin de savoir comment ça se passe. Quel est le montage alors? Qu'est-ce qu'on voit? Alors je suis sur le bastingage, en train de penser à mes séances d'entraînement, en train de donner des coups, et je pense à mes parents en même temps. D'accord. Donc et là, un éclat dur s'inscrit dans mon regard, et je revois comment j'ai terrassé les sbires et ce chevalier noir à l'aide de mes compagnons. Et j'imagine faire la même chose à ceux qui ont osé souiller cet artefact d'or volé au sanctuaire. Faut savoir que maintenant, comme c'est votre générique de série télé, les scènes qui seront présentées seront neutres. Elles vont coller à... C'est le thème que vous allez avoir à chaque début d'épisode. Du coup, ah oui, vous avez droit de décrire tout et n'importe quoi, à votre lointain passé, des scènes typiques qu'on est en droit d'attendre de votre personnage. Oui, Alors moi, Pardon. Vous avez un studio sous-payé prêt à réaliser les cellulos pour vous. Mais j'accepte ta scène, j'accepte ta scène. L'accident de mon frère et je revois mon frère essayant de réprimer vraiment la douleur et qui m'enjoint de prendre sa place et d'aller au sanctuaire auprès de Maître Litès pour apprendre pour formation de chevalier de la table. C'est magnifique. Suivant. Comme je le disais, du coup, Kuro est dans son coin en position de méditation, assis, son cosmos qui l'entoure. Un cosmos finalement assez sombre, mais pas non plus dénué de lumière, avec ce casque posé au creux de ses jambes. Un peu pas d'image plus personnelle.
Non, si, moi on me voit sur une espèce d'immense table en obsidienne gravée de lettres grecques en or qui brillent chacune à leur tour et on voit une espèce de travelling circulaire autour de ma personne au fur et à mesure que mon armure vient se poser sur ma personne et que je me lève le regard conquérant en disant pour l'honneur de la maison de Démétrios et mes ancêtres. N'hésitez pas à faire intervenir aussi des PNJ auxquels vous tenez, ne serait-ce que vos maîtres, les cheveux au vent, car les cheveux au vent c'est un privilège en Senseiya. Oui. Alors, à la limite, je vois bien le passage où il passe un petit peu en mode gros vénère, où tu vois la Terre qui se soulève, son cosmos qui emplit carrément tout l'écran, à mesure qu'on voit des petits rayons de lumière, tu sais, qui partent dessous la Terre, qui la fendent, et tous ces éclats de Terre qui volent, alors qu'il y a un grand fondu blanc, mais qu'on ne voit pas son attaque. Voilà. Ouais, Ça marche aussi. plus ce style-là. Rappelez-vous du générique. Une petite scénette à ajouter, là vous avez encore quelques secondes de générique. Vas-y Naga, à toi. D'accord. Alors moi, je suis en train de prendre la posture du labyrinthe, très difficile à faire. Oh oui. Je la comprends compte qu'il n'a pas... labyrinthe lumineux en cosmo-énergie. Oui. Un labyrinthe lumineux en cosmo-énergie commence à se dessiner avec un tracé tout à fait au milieu du labyrinthe pendant que ma cosmo-énergie s'intensifie et que je commence à envoyer des coups dans le vide qui fracassent la pierre et d'éclats d'énergie et où on voit des formes vaguement humanoïdes disparaître dans l'éclat lumineux de mes coups de cosmo-énergie. J'en écrase une larme. Et du coup, s'il reste quelques secondes de générique, j'ajouterais qu'on voit Kimiko en train de pleurer, séquestrée dans une pièce obscure, et qui pense fièrement à son proche chevalier. Mais elle est censée être morte. Ah oui. Démerde-toi avec ça. Pas de problème. Eh bien, vous êtes maintenant en vue des côtes. Merci, messieurs, pour ce générique. Hein. Oui. Je n'attendais pas moins de vous. Bon, maintenant j'imagine que la nuit est tombée depuis le temps. Et peut-être que vous avez dû... certains d'entre vous se sont assoupis pendant qu'un dernier s'assurait de maintenir le cap. Puis de garder l'artefact. On se relie. Et donc, à la pâle clarté de la lune, les côtes de Grèce se dessinent, enfin votre destination. Vous pourrez continuer à pied à la vitesse que nous vous connaissons. Les bras en arrière, bien sûr. Bien sûr. Et pourtant, vous ne manquez de remarquer comme des lueurs dans le lointain. Et alors que le jour commence à se lever, des panaches de fumée, signe de mauvais augure. Compagnons, regardez. Qu'est-ce donc cela? Mauvais présage. Le mien, comme à son habitude, enfin, en tout cas, vous aurez sûrement l'habitude, ne s'en formalise pas tant que ça. Et excusez-moi une seconde. Vas-y. Donc je regarde inquiet la côte. Ouais, je plisse les yeux pour essayer de deviner d'où viennent ces fumées noires et sombres, espérant au plus profond de mon être que cela ne vienne pas du sanctuaire. Je peux te rassurer, le sanctuaire est profondément à l'intérieur des terres. Ah, ouf. Donc c'est manifestement des brigands qui s'en seraient encore pris à plus faible qu'eux. Et comme je le disais, mon personnage n'en semble pas plus affecté que ça. Il est un peu comme absent, en retrait par rapport aux événements. Car tu es ténébreux, et c'est pour ça qu'on te paye. Exact. Faut vraiment s'y habituer à ces 40 secondes de décalage. Bon, la musique colle plus à la situation. Bon, une fois de plus, je vous rappelle quand même le contrat. On est d'accord que vous n'êtes pas dans une intrigue très complexe. Tout ceci est assez linéaire. Il y a moyen d'être assez libre dans la prestation de son personnage, mais bon,
On est habitué à ce que les chevaliers gravissent des escaliers et affrontent des adversaires dans des temples. Donc tôt ou tard, on va passer au casse-pipe. Bien. Que faites-vous une fois que que votre navire d'emprunt s'est figé dans le sable? Moi, je bondis hors du navire et je cours à toute vitesse vers la fumée pour me rendre compte de ce qui brûle et peut-être, et je l'espère, pouvoir porter secours à des gens dans le besoin. Bien. Donc, l'altruiste Démétrios a pris sa décision. Il n'a pas hésité un seul instant. Moi, je crie « Démétrios, attends !» Et je le suis apeuré qu'il lui arrive quelques malheurs. Dois-je comprendre que déjà un lien profond vous unit depuis que vous avez, martelé le même visage? Non, depuis que vous avez bastonné la même personne. Bien sûr. C'est un peu ça, les chevaliers. Voilà. Bourré du chevalier noir, ça forge les relations. Mais c'est fini, oui. Comme ça, c'est terrible. Donc je suis partagé entre suivre à toute allure donc Démétrios et ne pas abandonner Kuro seul avec l'artefact. Kuro semble Mais je cours quand emboîter même, le pas. parce que je suis un peu insouciant. Pardon? Bah, Kuro vous emboîte le pas, dans tous les cas. D'accord. De quelques hauteur, vous voyez en contrebasse cette cité qui brûle. Et l'avantage quand on joue des héros, des vrais, des loyaux bons, ou tout ceci est un peu modulable, c'est qu'ils ne peuvent s'empêcher de courir sauver la veuve et l'orphelin. Mais nous avons une vision d'effroi, j'imagine, en découvrant ce spectacle. De quelle ville s'agit-il, MJ, le jeu? Comme tu es pas passé non loin de là, tu reconnais cette cité comme étant celle c'est la ville de Dacia. Là, je me précipite pour essayer de voir s'il y a des survivants Okay. ou s'il y a encore des malandrins. Amelé. Oui. Ok. À châtier. Uniquement parce que ça m'amuse un petit peu, comme Kuro a tendance à poser, eh bien, et se donner une certaine contenance, ça lui donnait un petit peu de retard sur vous, parce qu'il était trop occupé à voir l'art ténébreux. Ah oui. De telle sorte que... les ombres m'accompagnent quand je donc marche. Démétrios et Naga sont côte à côte quand ils débarquent dans ces ruelles. Alors moi je fais des juxtapositions, j'ai des souvenirs qui viennent m'assaillir de mon passé. Naturellement. Ce spectacle d'horreur te rappelle ta lointaine enfance. Comment des cris, des pleurs, oui. De l'horreur. Et pour l'heure, ce sont surtout les flammes, puisque à quelques animaux et véhicules près, pour le moment, vous ne trouvez pas un seul corps. Ou alors, vraiment très éparse. Moi, je m'enfonce dans les ruines incendiées en criant... Oui. En criant pour voir si les gens ont besoin d'aide et y a quelqu'un. Tu vas entendre une sorte de cri étouffé. Il y a un gravat qui vient de tomber d'une ruelle avoisinante et tu sens tu réalises que quelqu'un s'échappe. Je le poursuis, je regarde celui qui sait. Quelle est cette personne qui s'échappe? Il ne te faut que quelques bonds pour rattraper ton fuyard et tu te retrouves nez à nez avec cette jeune fille. Elle pousse un hurlement en te voyant tomber comme une ombre devant elle. Ne vous en faites pas, je suis un chevalier d'Athéna, pas un chevalier noir. Elle sanglote. Je suis là pour vous aider. Elle sanglote, elle recule, elle te fixe de ses yeux rouges et terrifiés. Rouge des larmes qu'elle a versées, naturellement. Ces histoires de chevalerie dépassent de beaucoup la simple mortelle qu'elle est. Elle voit juste venir sa dernière heure. Et elle recule de plus belle. Naga, tu n'as rien perdu du spectacle. Non, n'aie pas peur, enfant. Je comprends ce que tu es en train de vivre. Moi-même, j'ai eu cette douleur. Nous sommes là pour t'aider. Je m'agenouille en tendant la main vers elle. Nous allons te protéger. Comment t'appelles-tu?
Elle étouffe à nouveau un sanglot, son regard va de l'un vers l'autre, mais tous deux être... Tes paroles, Je suis Naga, le chevalier du labyrinthe. tes paroles sont rassurantes quant à Démétrios lui-même, il dégage une sorte d'aura apaisante. Et elle finit par articuler un timide « Leda, je m'appelle Leda ». Et moi, j'arrive à ce moment-là. Non, Je tu n'arrives prends pas à dans ce mes moment-là, bras. car alors que tu es en train de sprinter pour rejoindre tes camarades, excuse-moi, oui, d'accord. car tu t'es trop occupé à avoir l'air pensif et ténébreux, l'avantage est que tu portes l'armure du Cerbère, qui doit sans doute avoir des teintes sombres. Oui, Et en plus de ça, tu trimbales, un baluchon qui de temps à autre brille comme l'or. Et pour cause. ah merde. Et à ce moment-là, une ombre fond vers toi, et peut-être que tu devais, tu as dû passer par un bois clairsemé en sautant de branche en branche pour aller plus vite. Il y a une silhouette qui a tenté de te porter un coup, du moins de sectionner la branche sur laquelle tu te trouvais. D'accord. Et comme ceci reste fort cinématique, naturellement, tu es en mesure de me décrire comment est-ce que tu traites l'assaut. Eh bien, en fait, la personne pensait avoir atteint la branche, mais malheureusement, elle est fauchée en plein vol par la tassette du chevalier du Cerbère qui en profite pour retomber sur le sol violemment avec son ennemi sous ses genoux. La vache, c'est super classe, ça tombe bien, heureusement que c'est cinématique. Eh bien, sous tes pieds, ce chevalier que je nommerai pour mon épouse Altaïr d'Aquilia. Ouais, Quoi Fuyez, c'est ça. Non mais là c'est un PNJ, donc dès l'instant où tu es un PNJ, tu vaux plus un clou. Altaïr d'Aquilia, donc, bref, non. Tu vois juste un chevalier avec une armure qui évoque un vague volatile, qui est en train de lutter contre l'étau de tes jambes, et qui te foudroie d'un regard haineux. Naturellement, le pauvre est pathétique, c'est un PNJ. Et dès l'instant où il est du bon côté, ça n'est qu'à faire valoir. Ouais. Puisque si on peut avoir quelques doutes sur ton armure sombre, lui de son côté, dès l'instant où il porte une armure qui est visiblement de bronze, tu te dis par défaut qu'il est sans doute dans le bon camp. Ah bah, du coup, je relâche mon étreinte. Et mais entre les d'un arbre voisin chute celui que j'ai nommé Cosa du Lynx. Mais pour l'heure, vous ne connaissez pas son nom, un autre chevalier portant une armure de bronze qui fait laisse mon ami, sale chien. Tu vas regretter d'avoir vu le jour. À qui crois-tu parler? Est-ce une façon d'accueillir son frère qui rentre au sanctuaire? Frère, tu tentes de m'abuser, chevalier noir. Ce Je suis trophée du Cerbère. est trop pur pour... Quoi? Chevalier du Cerbère? Au même moment, vous avez senti quelques légères fluctuations de cosmos, naturellement. Mm. Et donc vous êtes toujours face à cette gamine. Eh bien, Oui, je suis passé à vous, oui. À Nelda de nous suivre pour sortir de cette ville en flammes et lui demande si elle a des membres de sa famille près d'elle qu'il faudrait sauver. Je suis la dernière. Je suis la seule ici. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. Qui ça, il? Ces démons, ces monstres. Ma maman disait que les monstres n'existaient pas, mais elle avait tort. Ne t'inquiète pas, Leda. Nous les retrouvons et nous les sauverons. Maintenant que je me suis enquis de savoir que il n'y avait plus personne à sauver, je la prends dans mes bras et nous quittons ce brasier avant qu'il ne se referme sur nous. Quelle coïncidence, Démétrios. Quelle galanterie de ta part. Non, elle n'est pas bourrée d'explosifs, rassurez-vous. Alors que vous vous élancez entre les immeubles, enfin les bâtisses en flammes, il y a l'espace d'un instant une sorte de lueur qui attire ton regard, un bête reflet. Et alors que tu baisses ton regard vers l'enfant que tu portes dans tes bras, tu es stupéfait, tout simplement stupéfait. Car cette scène déclenche un flashback. Tu te rappelles de cette enclave antique dans laquelle tu vivais, Démétrios, à l'époque où peut-être que Scolandrios avait encore ses jambes. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Est-ce que tu te rappelles? Bon, bref. Lydia, tu te rappelles de la douce Lydia? Bien sûr, mais Lydia vivait de façon fort simple, elle aussi, à la mode antique. Dis-moi, est-ce qu'elle avait un bijou quelconque, Oui, bien sûr, elle avait ce magnifique collier de turquoise avec la dernière turquoise du collier était plus grosse et portait elle-même une autre petite pierre qui en forme de clochette.
et qui tintinabulait délicatement lorsqu'elle riait à gorge déployée, soulevant sa menue poitrine de ses rires cristallins. Qui lui a confectionné ce pendentif? C'est juste manière de dire qu'il n'en a pas deux comme celui-ci. Eh bien, je ne l'ai jamais su, mais il paraît que son père était quelqu'un de très influent au sein du sanctuaire et il ne serait pas étonnant que soit un alchimiste ou quelqu'un, en tout cas de fort versé dans l'art de la taille de la pierre et des minerais qui le lui est offert. Ah d'accord, c'est pas de Camelot. Eh bien en tout cas, il n'y en a certainement pas deux comme celui-ci. Ou alors tu aurais été trompé, car il se retrouve autour du cou de Leda naturellement. Mais d'où tiens-tu ce collier, petite Leda? C'est marrant, c'est synchro avec une sorte de cliffhanger. musical. Eh bien, je vais juste te gratifier de cette réplique, histoire de ne pas laisser Naga et Kuro. Elle est presque surprise en le découvrant autour de son cou. Je ne sais pas. Et elle est un peu, bon, elle est sans doute sous le choc au vu de la nuit qu'elle a passée, mais elle baisse les yeux vers ce collier et presque aussi surprise que toi de le découvrir autour de son cou. Sur ces entrefaits, donc vous êtes tous les trois réunis et vous tombez donc sur Kuro du Cerbère qui fait face à deux chevaliers qui le toisent, mi-méfiants, mi-rageurs. Est-ce que je les reconnais? Est-ce que je reconnais leurs armes? Il y a des chances que tu aies croisé, Koza du Lynx au sanctuaire est un être plus posé, plus discret, il est arrivé récemment. Altaïr, ça fait un bout de temps qu'il est là et c'est un homme qui occupe beaucoup l'espace. C'est lequel qui est entre mes cuisses du coup? Qui était en tout cas, c'est Altaïr justement, c'est lui, c'est la grande gueule. D'accord. Démétrios? Je connais le nom de Altaïr d'Aquila? Oui, bien sûr. Ok. Mais Altaïr, que fais-tu là? Donc là, tu connais cet homme? Bien sûr, c'est Kuro du Cerbère, chevalier de l'île de Calamos, élève de la Banshee, et il nous a aidé à nous défaire de chevaliers noirs qui accompagnaient Altesse Deridan. Je suis... Tu parles du chevalier noir, du fugitif qui s'est échappé? Pardon? Tu parles du fugitif, du chevalier noir qui s'est échappé? Oui, tout à fait. Je le poursuivais et j'essaie de déterminer vers quel méfait il se dirigeait et peut-être qui dirigeait ses actes, qui commanditait ses méfaits. Malheureusement, nous avons dû nous débarrasser de ce Christ. Et vous pourrez ajouter que vous n'êtes pas revenu les mains vides en tout cas. Et laisse-moi te présenter Naga du Labyrinthe qui lui a porté le coup de grâce et peut-être devriez-vous nous escorter jusqu'au sanctuaire car nous ramenons une relique. Et là, je fais d'un signe de la tête signe à Kuro de révéler le casque d'or. Eh bien, comme c'est entendu et qu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, je révèle à ce moment-là le casque d'or. Tada! Eh bien, ils sont stupéfiés, comme frappés par la foudre, par la vision de cette splendeur, de cet artefact légendaire. Et c'est limite s'ils ne doivent pas détourner le regard, se demandant s'ils sont seulement dignes de le contempler. Et nous revenions d'une enclave plus à l'ouest pour enquêter sur les méfaits des chevaliers noirs et nous avons découvert cet incendie comme vous. Veux-tu bien nous excuser, Kuro du Cerbère, nous t'avons pris pour un de ces chevaliers noirs. D'affront, point il n'y a eu. C'est... Kuro du Cerbère? Oui, c'est la petite Leda qui articule. C'est toi, Kuro du Cerbère? Oui. Et à ce moment-là, elle commence à faire mine de vouloir descendre Oh mon Dieu. que tu la déposes à terre. Je la dépose à terre, délicatement. Elle avance lentement vers toi, toute terrifiée qu'elle est. Je la regarde de haut. Je prends même pas la peine de mettre un genou à terre. C'est une enfant, après tout, elle n'a aucun grade. C'est ça. Et elle tend timidement la main vers toi, le visage baissé, et elle tient une sorte de minuscule, de petite lettre qu'elle a sans doute chiffonnée pendant la nuit. Je me saisis de la lettre, donnant le casque à Démétrios. C'est une bonne vieille lettre, à l'ancienne. Hein. Et dessus, il y a écrit en toutes lettres: Kuro du Cerbère, nous savons que tu es en possession du casque d'or. Aussi, je t'enjoins à te rendre dans les ruines d'Argos. Viens seul et amène le casque où chaque habitant de cette cité, premier jusqu'au dernier, mourra par ta faute. Oh, c'est horrible. Mais il n'en montre Les rien. villes. Merde, t'as un mob derrière. Je T'en as deux. leur montre la lettre, sans laisser mon visage trahir le conflit interne qui déjà m'assaille. Les villes. Nous leur réglerons leur...
Il y a Altaïr d'Aquila et Cosa du Lynx qui te regardent en coin. Alors chevalier, il y a de quoi voir plus clair dans cette affaire. Eh bien, la seule manière dont nous pourrions y voir plus clair serait d'aller à ce rendez-vous, mais ce serait mettre inutilement en danger une telle relique. L'ignorer serait en revanche par contre à l'encontre de tout ce que j'ai appris. Le devoir a un prix, mais celui-ci serait bien trop cher à payer. Il y a Altaïr qui finit par approcher et par te prendre entre guillemets la carte des mains. Puisque les ruines de Kéros, on va continuer à s'adresser au puits de science que représente Démétrios de la Table, te sont familières. Ça devait être un domaine sacré dans le temps, mais qui a été victime d'un cataclysme qui a été laissé à l'abandon. Et visiblement, vos ennemis l'ont choisi comme repère. D'accord. Eh bien, je suis certain que mon ami Naga du Labyrinthe doit pouvoir trouver ou en connaître peut-être une entrée dérobée par laquelle nous pourrions pénétrer dans ces ruines, lui et moi, de manière à nous apporter aide à Kuro et à pouvoir être là au moment où il ne fait nul doute que les chevaliers noirs qui ont perpétré ce méfait sur la vie de la petite Leda vont lui tendre une quelconque traîtrise et nous serons là pour la déjouer. Bien sûr. Donc Leda a toujours les yeux fixés sur le Kuro du Starber, car elle a dû sans doute lire et relire cette lettre, qui était la seule chose qui lui restait. Il a le regard, je la regarde avec beaucoup de dureté quand même, malgré tout. Est-ce que c'est par votre faute que ma famille a disparu? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Écoute, petite, ce sont des choses qui ne sont pas de ton âge. Que nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour ramener les tiens sains et saufs. Non mais c'est bien, c'est dans le temps. Lui c'est le badass de l'équipe, c'est normal qu'il la pourrisse un peu. Donc, est-ce que c'est pour cette chose que mes amis sont disparus ou morts? Et elle pointe du doigt le casque. Je pose les mains sur les épaules de Leda. Ne t'inquiète pas, Leda. Nous allons les ramener sains et saufs. Foi de chevalier. Elles font en l'herbe dans tes bras. Oui, je sais ce que tu endures. Je te protégerai. Il va falloir que tu restes sous la protection d'un de nos amis. Je regarde les deux chevaliers, Cosa du Lynx et Altaïr d'Aquila. Il y a Cosa du Lynx qui acquiesce et qui déclare oui, je peux m'occuper de cette jeune fille, je peux tâcher de la mettre en sécurité. Altaïr, quant à lui, a les bras croisés, naturellement, car sa superbe a été quelque peu piétinée, ce qui le rend méfiant et un peu agressif. Mes amis, il n'est pas question que nous risquions le casque d'or dans cette épopée. Et donc je vous propose ceci. Fabriquons une relique qui lui ressemble, un bout de bois peint recouvert de feuilles d'or, et dans lequel nous mettrons le diadème d'Altès d'Eridan. Et comme ça, nos ennemis se laisseront tromper et croiront qu'il s'agit du vrai casque d'or en sentant le cosmos de l'armure de ce traître. À mon humble avis, tu as une bonne idée, malheureusement, elle n'est pas applicable. Il n'y a rien de comparable au cosmos de cette armure. Il ne s'agit pas de pouvoir les tromper longtemps, mais de les tromper suffisamment pour que tu puisses identifier qui est leur chef. Je vois. Peut-être devrions-nous tout simplement y aller et envisager un éventuel possible. Envisager de gagner, mes amis. Allons-y avec le casque, et nous les terrasserons. Ils ne peuvent rien contre les chevaliers du sanctuaire. T'as entendu. Si pendant ce temps, Moi, je peux Altaïr, tu pouvais aller chercher renfort au sanctuaire. Je peux faire cela, oui. Te lance-t-il. Mais tu m'excuseras, chevalier, mais je suis pas confortable à l'idée que vous ameniez un tel objet si près de nos ennemis. Bah moi non plus. Il pourrait vous échapper. C'est comme je l'ai dit, nous ne sommes pas à blâmer pour la faiblesse de ces gens. On peut trancher en off de la marche de la décision que vous allez prendre. Ouais. Histoire de passer à la suite des événements. L'idée de faire un casque, moi ça me paraît super. Le truc c'est est-ce qu'on a le temps, quoi. Surtout qu'il y a un côté un peu travaux manuels qui jure un peu avec le côté sensei. Le côté sensei. Ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Hein. Moi, je serais d'avis d'y aller directement avec le casque et puis. Ou sans le casque carrément, on leur poutre la gueule. Voilà. Voilà un plan qui est digne d'un chevalier. Eh ben écoute, on met quelque chose dans le baluchon, on file la relique à Altaïr, et on y va, clopin, à toute vitesse, le buste plié et les bras en arrière. Je dis, toi, Kuro du Cerbère, qui peut manipuler les cailloux, casse un caillou pour faire quoi que c'est le casque d'or, on le met dans le baluchon avec le diadème d'Altès et c'est bon comme ça, quoi.
Allez. Quelle provocation. Bon, Oui. vous voyez que dans le regard d'Altaïr, qu'il a clairement envie de vous rejoindre, en découdre avec cela. Mais il n'est qu'un simple Mais PNJ. il faut qu'ils aillent reporter le casque d'or et la petite Leda au sanctuaire pour leur amener la protection de ce lieu saint. Koza prend donc la jeune Leda dans ses bras. Altaïr lui s'empare du casque et déclare, je veux dire, allez Koza, on s'arrache. N'ayez pas en doute. Allons-y Koza, le temps presse. Bonne chance chevalier. Bonne chance à vous aussi. Bonne chance à vous. Et ne t'inquiète pas, Leda, nous réussirons. Et là, je lui lance mon plus beau sourire, prêt à en découdre. Et Koza ajoute que les dieux vous protègent. Eh bien, cette playlist est très bien, nous allons la conserver pour la suite des événements, car vous êtes les 3 PJ, vous êtes tous les 3 crédités au générique, c'est clairement à vous d'aller en découdre, et aux autres de jouer les coursiers. Donc, rappelez... Là, on a les plans, tu sais, où on court très très vite et on voit plus le décor tellement il est flou. Économie de dessin. Exactement. Non, mais après, notre imagination nous offre un budget limité, mais c'est toujours amusant de respecter les limites du format. Vous voyez les quelques clichés de falaise dont je vous gratifie. Voilà. Falaise escarpée, un terrain de jeu parfait. Donc, ils étaient en train de discuter de la façon dont Kuro allait se déplacer seul avec son trophée. Comment vous, de votre côté, vous allez tenter de lui prêter main forte sans être visible. Donc, dites-moi en plus maintenant que vous êtes tous les 3 présents. Bah, moi je pense que Naga du labyrinthe, c'est le roi des chemins détournés, etc. Donc l'idée c'est de rentrer dans le repère des vilains par une porte oubliée de tous, si ce n'est évidemment de Naga du labyrinthe et du Minotaure et ce genre de pour le coup, ça me convient. On dirait que d'instinct, tu connais les chemins de traverse, on va dire. Ça me plaît, ça te donne du cachet. Nous allons d'abord nous intéresser au cas de Kuro du Cerbère. Bien, donc tu es seul, Kuro. Tes camarades finissent par te fausser compagnie, tentant de ne point trahir votre plan sournois. Vous êtes dos au mur, vous ne pouvez point agir autrement. Donc alors que tu sautes d'escarpement en escarpement, le visage fermé et ténébreux, une voix retentit et se répercute de paroi en paroi. Je ne peux pas te gratifier d'un « tu t'es perdu » puisqu'après tout, tu as été invité. J'imagine que tu es Kuro du Cerbère. Mon Dieu, quelle imagination débordante tu as. Tu es en train de le vanner. Oui, je troll. Donc là, tu entends une seconde voix qui déclare « Oh, un original, il m'amuse déjà ». Et pour le moment, personne n'apparaît naturellement. Tu continues de t'aventurer à travers le relief pour approcher des ruines d'Argos. La voix plus douce reprend. Est-ce toi qui as tué Altesse d'Eridan ? Non, je n'ai pas eu ce plaisir. Pourrais-tu me donner le nom de son bourreau ? Je le pourrai, une fois que tu m'auras vaincu. Si tel est dans tes capacités. Sinex là pour te faire plaisir. À ce moment-là, donc, un peu plus loin, sur un escarpement rocheux, il y a un homme qui pose à peu près autant que toi, car il est drapé dans une pèlerine. Et il est ténébreux. Je suis Thane du Miroir. C'est facile de terroriser des villageois, j'imagine. Dans la mesure de vos capacités. Voyons ce qu'il en sera lorsque vous serez face à un digne représentant du sanctuaire. Tu entends une sorte de bruit Un craquement de brindilles. Non. Un bruit tonitruant et quelques roches qui comme si des roches cédaient sous un poids sous les chutes d'un colosse. Et une montagne d'hommes apparaît non loin de Thane, pardon. Tu as amené le casque, petit homme? Eh bien, non pas que je sois l'un de vos laquais, mais oui. Et ce faisant, il pose le baluchon à terre. Et il le pousse du pied, alors en ayant bien surveillé à laisser bien le baluchon fermé, tu sais, à s'être rassuré pour cette phase clé que le baluchon ne s'ouvrira pas comme une merde, il volait toute la supercherie. Il le pousse du pied légèrement derrière lui, et lui fait, mais il t'en coûtera la même chose qu'à ton camarade. Tu devras me vaincre d'abord. Relâchez les villageois et je ferai preuve de clémence à votre égard. Est-ce qu'on voit toute la scène, nous ? Tu aimerais voir toute la scène ? Bah, ce serait pour me rendre compte si on est loin, s'ils sont loin des villageois ou pas, en fait. Vous n'êtes même pas encore dans les ruines de Kéros. Continuons les présentations, naturellement.
Donc il y en a il y a une nouvelle voix qui se fait entendre. Et tu prétends nous vaincre tous? Comme les chevaliers du sanctuaire sont si présomptueux. Ah, ben celui-là, franchement, on le dirait sorti de la série, hein. Et C'est un donc, récurrent. et donc lui, il atterrit souplement aux côtés de Tain du miroir. Eh bien, c'est ce qu'il m'a été demandé, non? Venir seul, pour qu'à 3 contre 1, vous puissiez enfin avoir une chance. Bon, je vous autorise une petite scénette tous les deux, vous les compagnons du fier et très seul Kuro. Ah ben, j'imagine qu'on nous voit tout d'abord courir, et puis on nous voit escalader la falaise, on voit Naga du labyrinthe découvrir une entrée secrète, et là je te laisse reprendre la parole, Laurent. Alors, la seule chose, c'est est-ce qu'on va directement aux villageois ou est-ce qu'on va filer un coup de main à Kuro? Vous savez ce que j'imagine bien? Souvent, enfin, je donne mon avis. Vous savez, les gentils, ils arrivent à libérer les villageois pendant que l'autre gagne du temps pour que le combat se déroule ensuite Exactement. Ça, c'est un avis. Faisons ça. D'accord. Parce que moi, je le voyais dans l'inverse. En fait, je croyais qu'il fallait qu'on botte les fesses à tout le monde et qu'en dernier, on avait les comme dans les Chevaliers du Zodiaque ou comme dans les jeux vidéo, quoi. Comme tu veux. De toute façon, 3 c'est trop pour moi. Moi, je suis votre avis. Qu'en pense le jeu d'un point de vue cinématique? Si vous espérez, si vous voulez réussir à libérer les captifs, je vous encourage à le faire pendant que Kuro héroïquement va se faire défoncer la gueule. Il y a aucun problème. D'accord. Et si ça se trouve, de toute façon, gagne du temps. C'est vraiment dans l'esprit. Tu pourras peut-être justement, ils vont peut-être jouer avec toi et comme des molosses avec un os à ronger. Et, Non, c'est moi le molosse. Oui, je me doute bien. Eh bien, il me semble connaître chaque recoin de cette montagne, de cette falaise, de cette gorge, comme si ce dédale faisait partie de moi. Et j'ai mis tout garde. J'entends résonner les échos des défiances. Oui, dans le lointain, effectivement, tu entends parce que ça se pourrit à bonne distance. Et du coup, vous finissez par tomber sur ce genre de paysage. Ouh, nous voici donc dans la cité oubliée d'Argos. Incroyable. J'essaye d'écarquiller mes yeux faussement occidentales, bien plus grands que mon visage. Il y a de multiples éons dans cet endroit étaient formés des chevaliers tels que nous, tels qu'on les forme aujourd'hui au sanctuaire. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est beau ce que tu dis. Mais continue comme ça. La plupart d'entre eux font partie de constellations qui ont aujourd'hui disparu du ciel. En même temps que leur sanctuaire. J'espère que ce destin tragique ne nous arrivera jamais. Dans quel état se trouve notre sanctuaire, on peut se demander si on va en avoir pour longtemps. Mais bon, c'est notre réflexion, ça. Dépêchons-nous, Démétrios. Oui, bien sûr. Et là, on se remet à courir. Il faut libérer les villageois et courir au secours de Kuro. On va passer 3-4 épisodes à courir. Et monter des escaliers, j'espère. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, il y en a plein. Des escaliers infinis, ils sont très forts aussi. Ok. On monte des escaliers, on parcourt des couloirs défoncés, on court avec des colonnes qui passent devant nous tellement vite que le spectateur a à peine le temps de se rendre compte qu'il y a 2 colonnes différentes qui reviennent tout le temps. Voilà. Et à un moment... Arrive un moment, il faut que je vous mette des bâtons dans les roues. Mais nous mettre des bâtons dans les roues. Alors que vous filez comme le vent entre ces temples d'un autre âge, dont toute icône a été détruite, comme une sorte d'affront envers les dieux qui étaient priés là jadis. Vous finissez par tomber nez à nez avec ce genre de no-name, ces chevaliers de basse attraction qui ont rarement le droit d'avoir ne serait-ce qu'un design. Leurs yeux sont souvent plongés dans l'ombre pour leur ôter toute forme de libre arbitre. Avant de donner le coup de sifflet, le premier coup de semonce de la bataille, nous allons encore continuer à narrer. Et toute personne que vous désingrez de cet acabit-là, ce sera dans la couleur naturellement. Je ne vous priverai d'aucun de vos précieux dés que vous n'avez pas encore lancé. Vous tombez nez à nez donc avec les chevaliers noirs anonymes qu'on peut voir en bas de l'écran, ce genre de visage-là, quoi. Ouais. Alors je sais pas si vous étiez côte à côte en train de sprinter, mais alors qu'ils étaient assis tous trois autour d'un feu à refaire le monde et à sans doute se plaindre de l'ennui de cet endroit, Voilà. le seul qui ne vous tourne pas le dos sursaute en poussant une sorte de cri rauque et pathétique.
Ils sont là! Et là, je bondis, un saut quasiment surhumain, inhumain de par sa hauteur et sa vitesse. Le décor devient flou. Je prends une pose totalement dynamique et athlétique, prêt à envoyer un coup de poing qu'il voit arriver de plus de 50 mètres. Et en criant pour le sanctuaire, et je lui envoie un coup de poing en faisant exploser ma cosmo-énergie au dernier moment. Je l'envoie s'envoler au lointain. Eh bien, le sous-fifre décolle sous l'impact de ton poing vengeur, va s'écraser sur la falaise où il laisse naturellement la fameuse trace en étoile à laquelle on est habitué. Et il glisse sur sa surface, rebondit sur le parapet avant de chuter dans le vide sans une plainte. Les autres poussent des hurlements de terreur, certains détalent, d'autres commencent à serrer les poings et se jettent vers vous sans grande conviction. Et naturellement, au même moment, on retombe sur la scène de Kuro face à ses trois adversaires, qui n'ont pas manqué d'entendre l'exclamation. Donc là, le colosse déclare « Des visiteurs impromptus. Tu as quelque chose à nous expliquer, chevalier ?» Eh bien, je suis venu seul comme vous l'avez demandé. Ils ont simplement emprunté un chemin différent du mien. Qui serais-je pour leur dire quoi faire? Vous savez comment nous sommes, nous les chevaliers du sanctuaire, si présomptueux que nous n'osons pas nous dire les uns aux autres quoi faire ou quand le faire. J'ai plutôt entendu dire que les chevaliers de votre espèce étaient des pantins entre les mains de leur maître. À qui le dis-tu? J'en ai autant à votre service. Bien, il m'amuse. C'est donc moi qui vais l'affronter. Allez donc voir là-bas si j'y suis. Tu ne me refuseras pas de cette faveur, n'est-ce pas, Thane? Après tout, il n'est pas le bourreau de ton frère. Thane a une sorte d'expression de dédain et se contente de tourner les talons, sa cape de poseur claquant dans le vent. Noumal, et je continue de les nommer ainsi parce que ça l'est plus facile pour moi, mais pour l'heure, personne ne s'est présenté, à part Thane, donc, dont son nom a été à plusieurs reprises prononcé. Le dernier, donc, porte son attention vers le lieu où les affrontements ont commencé. Il esquisse un sourire en coin et se précipite dans la direction de nos deux amis avec une vivacité incroyable. Thane lui emboîte le pas et sans mot dire. Et tu te retrouves donc seul face à... Donc là, il fait craquer ses poings et déclare « Je suis Déron du Cyclope, Kuro du Cerbère, et je ramènerai ta tête à celui qui l'a demandé. » Fais donc, si tu ne laisses pas le dernier œil valide qu'il te reste. Ou alors je lui dis, je crois que tu te mets le doigt dans l'œil. Et donc pendant ce temps, Naga et Démétrios s'envoient du sous-fifre 13 à la douzaine. Ce n'est pas peu dire qu'ils se mangent la table. Bon, pour l'heure, vous maltraitez et martelez les sous-fifres qui tombent en pluie sur vous. Pour le moment, c'est cinématique, donc c'est open bar. Vous avez crédit infini, vous pouvez en latter autant que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment ceux-là ont pu pénétrer entre nos murs? Et donc, Péliclès de l'araignée apparaît, mais il ne s'est pas encore présenté, donc c'est juste en méta que vous connaissez son nom. Péliclès de l'araignée. Ouais, voilà, ouais. Mais il y en a toujours des comme ça. Donc là, il s'exclame à nouveau Apprenez-vous, bon sang, ils ne sont que deux! Thane du miroir finit par arriver. Par contre, Noumal, lui, observe depuis les hauteurs. Je suis Naga, chevalier du labyrinthe. Je suis Démétrios. Et en cœur. Nous sommes venus libérer les villageois. Et vous allez payer pour vos crimes. Au nom du sanctuaire, je fais briller ma cosmo-énergie pour que, comme si le soleil se levait alors qu'il était noir. Thane déclare, vous vous êtes jeté dans la gueule du loup. Vous ne verrez pas le jour se lever. Je vais le faire parler plus souvent, lui. Ça fait moins mal au larynx. Il n'est pas le premier à venir flagorner comme ça en face de moi. Crois-tu que tu me fais peur? Tu ne seras pas le dernier. Thane déclare, est-ce donc toi qui as ôté la vie d'Altès d'Eridan? C'est à moi qui demande? Non, il a demandé à celui qui pérorait, à savoir Démétrios. Ah oui. Non, ce n'est pas moi qui ai tué Altès d'Eridan, mais j'aurais très bien pu le faire. Ce n'était qu'un couard qui se cachait derrière ses sbires. Tu vois juste tu vois qu'il tente de rester impassible. Ah ben non, parce que je vais utiliser... Tu vas troll. Voilà. Je vais utiliser mon pouvoir, le sacrifice de la lave, qui met mes ennemis en rage et leur fait faire de terribles erreurs. On a un plan sur le regard de Thane qui semble impassible et pourtant, l'espace d'un instant, on voit comme une sorte de tension. Il pousse une sorte de soupir
et laisse traîner son regard vers Naga du labyrinthe. Est-ce toi qui lui as ôté la vie? Je le regarde avec la plus grande dureté que m'a appris mon maître, et je lui dis « J'espère que tu vaux un peu mieux que lui, car je n'ai pas envie de m'ennuyer ce soir. » Et je fais briller ma cosmo-énergie. À la longue, il va faire briller, je vais plus en avoir beaucoup, mais c'est pas grave. Fort bien, je pourrais donc ainsi laver mon honneur bafoué par la défaite de mon frère. Bien, dans ce cas-là, je vais écraser l'araignée sur la table. Par contre, Numal reste à regarder, elle fait rien, elle. Déjà, c'est lui, c'est il. Pardon. Bon, il y a Péliclès qui s'exclame... Je te ferai regretter ces paroles. Ceux qui ont osé me manquer de respect sont morts de mes mains. Tiny Miroir, lui, il continue de te toiser, Naga du labyrinthe, et il déclare nous allons trouver un coin calme pour nous affronter, si tu veux bien, Naga. Suis-moi si tu le peux. Et il s'élance un peu plus loin dans les ruines. Bon. Ah oui, c'est là qu'on va sauter de ruine en colonne en bordure de... Tout à fait, j'ai la même image. En plane. Toi, tu vas rester dans le ring qu'on t'a assigné, Démétrios, mais au final, Naga, lui, va se retrouver... donc effectivement, il te mène dans un coin plus reculé des ruines de la cité de Kéros, et en ce lieu précis, la végétation a repris ses droits, et il y a un genre de roseraie qui enlace les piliers. C'est beau. Oui. Bien, alors pour commencer... Le vent de l'aventure souffle et arrache quelques pétales qui volettent en vent en traversant l'écran. Oh. Merci. Comme j'ai pu le déclarer précédemment, côté joueur, en début de session, on lance la quasi-intégralité des dés. De même, le maître de jeu lance celle de l'adversité en cours avant le premier round. La session précédente servant de tutoriel, il a fallu alors établir aussi les ressources de nos héros depuis le début. Ceci étant chronophage et peu radiophonique, je les appelle passage. Est-ce que cette façon de voir, en fait, finalement, quelque part, les points de nos ennemis, ce n'est pas finalement un petit peu déjà connaître l'issue d'un combat avant qu'il n'ait commencé? Tout peut arriver. Il y a encore une D'accord. part d'incertitude, et ça te permet de jauger un peu le niveau de ton adversaire. En général, ils savent très vite à quoi ils ont affaire. J'ai jamais vu une cosmoénergie aussi impressionnante. Et il déclare ça à chaque fois. Est-ce que vous vous rappelez comment ça fonctionne? Normalement, si vous zoomez sur votre fiche, juste à côté, vous pouvez voir les différents types d'actions. Frapper, détruire, encaisser, projeter, endurer. Tout ceci se fait avec la vigueur. Dès l'instant où vous utilisez un dé dont la valeur est supérieure à 2, vous pouvez justifier dans la couleur d'une attaque cosmique, d'un pouvoir offensif, défensif, tant que vous le possédez dans la liste des techniques. Mais vous pouvez tout aussi bien vous contenter d'écrire une manœuvre de base, comme celle de frapper, détruire, encaisser tout le tintouin, sauf qu'elle est particulièrement spectaculaire et efficace. C'est là votre seule contrainte. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Oui, tout à fait. Vous vous rappelez aussi que vous avez en joker vos points de cosmos qui vous permettent de lancer un dé supplémentaire. Et les points de cause qui vous serviront à résister à la mort certaine. D'accord. Et donc, je vais commencer par asséner un violent coup à Péliclès de l'araignée en me ruant sur lui et en le frappant de deux côtés en même temps, deux uppercuts gauche-droite simultanés, et en lui disant que viens ressentir toute la force de frappe de la table. Allez, le troll qui joue à éclater les têtes, là, ben voilà, je fais ça avec lui. Gorgorpé. D'ailleurs, Main droite, main gauche. quel est le dé que tu sacrifies? C'est visiblement une attaque de vigueur tout en violence que tu réalises, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Donc, comme on lance le combat et qu'on fait dans le gentil pour le moment, je vais juste utiliser mon dé de valeur 1. Ton dé de valeur 1 est ainsi sacrifié.
Et du coup, en fait, tu fais 2 de dégâts parce que là, tu l'as vraiment pris par surprise et il s'avère que la vigueur n'est pas forcément son point fort, donc tu fais un point de dégâts de plus. Et donc, qu'est-ce que tu veux modifier comme dé? Écoute, donc je peux soit affaiblir un de ces dés, soit t'en éliminer, c'est ça? Tu as 2 points à soustraire, c'est toi qui choisis les dés que tu détruis en fait. Si tu choisis de baisser la valeur d'un dé ou... Je vais diminuer son 5 en 3. Donc, étant donné que ça n'est quand même pas si percutant que ça, j'imagine que bon, tu vois naturellement son visage simiesque qui se déforme au premier coup. Il contre le second et fait un bond en arrière pour être hors de ta portée. Ce n'est pas avec ce genre de coup que tu réussiras à me vaincre. À ce moment-là, donc, il commence à déployer son cosmos pourpre. Derrière lui, une sorte d'araignée gigantesque spectrale apparaît. Et il s'exclame À moi la morsure fétide. C'est une attaque gratuite pour lui. Et tu vois donc l'araignée qui apparaissait derrière lui, au croc salivant de venin, s'élance sur toi avec une sorte de glapissement d'outre-tombe. Et avant que ses contours ne prennent donc la même teinte pourpre que son cosmos, et donc cette attaque fond vers toi. Et tu ne te prends que 2 points de dégâts à répartir entre vigueur et adresse. Où veux-tu mettre ces 2 points de dégâts? Je vais tout perdre en adresse. Tu vas transformer le 3 en 1. D'accord. C'est chose faite. L'attaque était pas particulièrement violente, donc... Comment dire, comment décrire ta défense? Je t'autorise à être... Comme c'est ton adresse qui a pris, je pense que tu... Non, mais j'ai principalement esquivé et en fait au moment où il a essayé de pénétrer mon armure de ses creux, j'ai fait un petit pas de côté, m'apprêtant déjà à le saisir dans mes bras pour lui faire un bon gros colosse de basalte dans sa gueule derrière. Dois-je comprendre que tu vas enchaîner sur le round suivant? Mais non, car d'accord. Bon, vu que t'as quand même un peu morflé en adresse, je pense que tu as dû faire un certain bond. Enfin, ton pas de côté était un putain de bond de côté quand même. Mais t'inquiète pas, si jamais tu veux réussir à lui placer ensuite le colosse de basalte à la prochaine session, il y aura aucun souci. Et donc tu vois une sorte d'explosion faramineuse à l'endroit où se trouvait cette araignée cosmique. Il faut dire ce qui est. Au même moment, vous notez déjà que ça nous laisse un peu sur notre faim. Je pense que entre chaque combat, il faudra qu'on se tape au moins 2, si ce n'est 3 rounds minimum entre chaque adversaire. Après, au moins l'avantage, c'est que ça vous évite de buller trop longtemps, vous autres PJ, pendant que vos petits camarades font les effets pyrotechniques. Bien, que fais-tu, Naga du labyrinthe, alors que tu as l'avantage, que tu as l'initiative sur thème du miroir? J'espère que tu vas mieux te battre que ton frère. Je fais briller mon cosmo-énergie, je prends la posture du labyrinthe, des murs cosmiques apparaissent et s'étendent tout autour de moi, je fais tourner mes bras, je prends la posture du labyrinthe et je lance le chant d'Ariane sur le... Je me mets à courir, à emprunter ce labyrinthe cosmique, à apparaître, disparaître, me retrouver derrière lui, devant lui, sur le côté, etc. pour le frapper de toute ma vitesse et de toute ma célérité pour tester mon adversaire. Et je pense qu'il va manger chaud parce que tes dés sont démentiels. Donc j'utilise un 5. Tant qu'à faire. Donc j'imagine que tu décailles un de ces 6. Ah oui, tout à fait. Eh bien, un de ces 6 devient un 1. Et je pense que là, l'effet du miroir est vraiment subjugué par la violence de ton attaque. Le sol tremble, se fissure, des masses de roc sont projetées vers le ciel, nos cosmo-énergies s'entrechoquent, des éclairs... Concrètement, l'impact prend quelle forme ? En fait, comme si un mur venait de le heurter, qui le projetait contre une colonne qui explose
sous l'impact. Il essaye de faire briller sa cosmo-énergie pour résister à cette ultime pression qu'il n'a pas vu arriver à une telle vitesse. C'est marrant de décrire une attaque tout en vitesse et vélocité. Avec un mur. Et soudain, il se prend un putain de mur dans la gueule. Voilà, mais c'est un mur rapide. Eh bien, j'aimerais décrire la superbe de mon personnage, mais il est évident qu'à partir du moment où il a effectivement balancé sa cape au vent, et heureusement parce qu'il aurait été réduit en lambeaux. Je vais en rien altérer ce que tu as déclaré. C'était vraiment une attaque faramineuse, et Fen du miroir, on a perdu effectivement sa superbe avant de s'écraser sur un pilier. Il a perdu son éclat. Voilà. Et donc il finit par... 7 ans de malheur. Alors que le nuage de poussière que ton attaque a levé se dissipe, Tain du miroir se relève lentement et il articule Altesse était un faible. La puissance de ton attaque est redoutable et je peux comprendre que ça lui ôte la vie. Mais je ne suis pas du même fer. Et aussi vrai que je n'avais que mépris pour mon frère, je me dois de venger mon sang. Eh bien, j'espère que tu vas faire mieux que lui. Donc à ce moment-là, il commence à déployer son cosmos lui aussi en réponse au tien, et il te vient comme une sorte de frisson qui parcourt ton échine. À ce moment-là, il y a un miroir ciselé gigantesque qui apparaît derrière lui, et il recule dans ce miroir et le traverse comme si c'était un fluide. J'appelle les sombres simulacres. Et lorsqu'il le fait, eh bien, tu t'es vraiment demandé s'il avait traversé la surface de ce miroir, et en fait, tu réalises que le miroir qui jusque-là ne projetait aucun reflet vient d'en gagner un. Donc il y a... Fin du miroir te fait face, derrière lui il y a son miroir, et dans ce miroir se reflète sa propre personne, sauf que soudain le reflet semble d'une volonté propre, et fait quelques pas latéraux et se retrouve côte à côte avec ton adversaire. Et à ce moment-là, à nouveau, Fen du miroir prend la peine de reculer à travers le miroir, alors que son reflet fait un pas en avant pour en sortir. Et désormais, tu te retrouves face à 4 adversaires. J'essaye de deviner lequel est le vrai. Tu vas être en difficulté, mon ami. Bien, les 4 simulacres te fixent, tous indissemblables, avec esquissant un sourire mauvais. Tu n'as aucune chance, naga du labyrinthe. Nous allons te détruire. Nous allons t'écarteler aux 4 vents. Beaucoup ont essayé, mais je suis encore là. Et je ne tomberai pas. Ok. Au même moment, courant du Cerbère donc, face à l'immense, le colossal Déron du Cyclope. Il me toise, je suppose. J'ai toujours les bras croisés comme ça, toujours apposés. Et du coup, tu sais, des fois dans la série, il lance des attaques, mais des fois, tu sais, il lance juste l'attaque, tu vois juste genre les points de genre, par exemple, je prends le truc de Seiya, tu vois juste quand il fait le météore de Pégase, genre tu vois juste les points qui vont super vite. Et des fois, en fait, t'as tout le petit truc avec, tu vois derrière son signe, et le Pégase, et ci et ça. Et du coup, oui. J'ai envie de... Enfin, Kuro a envie de vachement l'intimider, ce gars. Et du coup, il va brûler son cosmos pour lui bondir dessus et lui planter de toutes ses forces les crocs du Cerbère dans la jugulaire. Enfin, en tout cas, il vise ce point-là, il vise le coup. D'accord, donc tu te donnes les moyens de tenter de lui faire du mal. Oh oui, largement. Les crocs du Cerbère sont donc une attaque de vigueur. Oui. Ça va être un 6 accompagné de 2 points de cosmos. Tu ne peux encore claquer un seul par round. Espèce de bien, porc. ce sera un 6 accompagné d'un point de cosmos. Un seul dé. Oui. C'est parti. 6. Nom de Dieu. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Mais c'est épouvantable. C'est tout simplement épouvantable. Bon bah tu me sucres de 2d6. Oh la vache.
C'est Voilà. simplement le maximum que tu pouvais faire. Maintenant, je viens de me rappeler que cet homme encaisse plutôt bien. Et il a juste sucré un point sur ses dégâts, quoi. Eh bien, donc Deron le Cyclope est comment dire, a l'audace de déclarer je t'attends, petit homme. Et alors qu'il dépose sa cosmo-énergie, il est vraiment stupéfait par ta vivacité. Et il y a une sorte naturellement de cerbère spectral qui lui enserre la gorge. C'est une attaque de vigueur, donc j'imagine que ça le propulse avec violence en fait. Et il va s'incruster dans la falaise, quoi. Tu es plein de surprises, petit homme. Tu portes bien son nom, la sauvagerie du cerbère est sans pareil. Mais elle est bien peu de choses. Et c'est faux, puisque je vais te faire des dégâts figés ridicules. Mais elle est bien peu de choses face à la pression colossale. Il se met de côté, il a limite cette posture pourrait presque évoquer celle du joueur de baseball, en fait, du lanceur. Où, en fait, son poing cyclopéen est amené en arrière et il y a une sorte de crépitement d'énergie qui s'accumule de seconde en seconde. Au moment où la sphère semble consumer l'air tout autour de lui, il s'exclame par la pression colossale et abat son poing en direction de toi. Et cette sphère gigantesque file vers toi, vaporisant la roche sur son passage. Et tu te prends... bon, ça fait quand même 4 points en tout, mais bon, tu te prends 2 points dans la vigueur et dans l'adresse, en fait. Ok. Maintenant, toute proportion gardée, c'est censé être une attaque colossale. Après, on l'a vu... Donc je vais avoir volé Valdangui. Il y a, comme je l'ai déjà dit, il y a un certain parallèle, une certaine asymétrie entre la nature des dégâts que vous pouvez asséner et ceux que vous pouvez endurer. Donc naturellement, tu peux légitimement décrire ton personnage qui je vois bien l'armure. Tu sais, on voit bien que l'armure en a pris un coup pour protéger son porteur, qui est couvert de salissures et de sang. Voilà. Rassure-toi, il est encore trop tôt pour espérer la fendille. D'accord, ouais, non, je disais qu'elle est bien salie, quoi. D'accord. Et en fait, il va valdaguer en arrière pour cette sorte de gigantesque vol plané, tu sais, arc-bouté qu'ils font régulièrement quand ils font un vol plané, les yeux déjà blancs dans le vague, comme s'il avait Comme s'ils allaient tomber en pamoison. très bien. D'accord. Et ce cri, c'est que seuls les Japonais peuvent faire. Oui, j'allais te le dire. Ok, et bah du coup, on est... en plus, la musique est assez raccord avec avec la puissance de ton adversaire qui ne l'est pas tant que ça, puisque tu as commencé à prendre un sérieux ascendant sur lui. Mais pour le moment, il a cette aura d'invulnérabilité scénaristique. Classique des méchants, ouais. Voilà. Et il est, et en fait, c'est objectivement le plus orgueilleux des trois. Même si Tain défend bien son rayon sur ce plan-là, je lance la piste qui signifie le to be continued. Puisqu'on se fige peut-être sur l'image de Kouron en train de hurler, donc à la japonaise. Et à ce moment-là, le cellulo prend ce côté crayonné de fin d'épisode. Et donc je vous laisse sur cette scène-ci. Par tous les saints, quel cliffhanger haletant! Nos héros pourront-ils l'emporter? Nous le saurons au prochain épisode. Oh, je ne me leurre pas, auditeur, cette intrigue est sacrément dirigiste et cousue de fil blanc. Mais pour ce qui est de singer la série, elle fait le boulot. À la prochaine.